L'Amérique est submergée par la dette. 39 000 milliards de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Si vous dépensiez 1 million de dollars chaque jour depuis la naissance du Christ, vous n'atteindriez toujours pas 1 billion de dollars. Ce n'est même pas 2% de ce que l'Amérique doit. Cela revient à environ 114 000 dollars pour chaque Américain. On vous a dit qu'il bénéficiait de la garantie pleine et entière de l'État. On vous a dit de faire confiance au processus. On vous a menti. Il est maintenu par un système que vous n'avez jamais vu, pour lequel vous n'avez jamais voté, et auquel vous n'avez probablement même jamais pensé. C'est un système mondial qui oblige le monde entier à continuer d'utiliser le dollar, juste pour survivre. Maintenant, il commence à se fissurer. Des pays détenant presque la moitié de l'offre mondiale de pétrole détruisent ce système. Quand il tombera, ce n'est pas eux qui en pâtiront, mais vous. Chapitre 1. L'illusion des 39 000 milliards de dollars. Le dollar américain apparaît dans près de 90% de toutes les transactions de change sur Terre. 9 fois sur 10, lorsqu'une devise change de main sur cette planète, l'une de ces devises est le dollar. La Terre compte aujourd'hui 180 monnaies nationales, mais le dollar reste le système d'exploitation principal. Qu'est-ce qui a construit ce géant ? Les données commerciales et des décennies de flux financiers pointent vers un mécanisme central, le marché mondial du pétrole, qui, ironiquement, est également libellé en dollars. Le marché mondial du pétrole pèse environ 2500 milliards de dollars par an. En termes physiques, cela représente une valeur supérieure à celle des marchés mondiaux de l'or, du fer, du cuivre, de l'aluminium, du nickel, du zinc, du plomb, de l'étain, du cobalt et du lithium, combinés. Le pétrole est la marchandise la plus échangée de toute l'histoire de l'humanité. Et depuis 50 ans, la grande majorité de ce pétrole est achetée en dollars américains. Une entreprise japonaise achetant du pétrole saoudien ou une raffinerie française important du brut koweïtien doivent d'abord convertir leur monnaie en dollars. Les centrales électriques indiennes qui importent du pétrole irakien doivent acheter des dollars, ce qui génère une forte demande de monnaie américaine absorbant l'inflation des États-Unis. C'est aussi pourquoi la Réserve fédérale peut imprimer de l'argent sans nuire aussitôt au pouvoir d'achat des salaires américains. Si vos courses ne sont pas encore plus chères, c'est parce que les banques centrales de Tokyo, Francfort, New Delhi et Séoul absorbent chaque année des milliers de milliards de dollars pour maintenir leur fonctionnement. Mais cette situation s'effondre discrètement. Contrairement au reste du monde, les États-Unis exportent plus de pétrole qu'ils n'en importent, surtout du Mexique ou du Canada. C'est un circuit nord-américain, fermé et pratique. Vous ignorez peut-être que les États-Unis sont aujourd'hui le premier producteur mondial de pétrole, produisant plus qu'ils ne consomment. Même si les États-Unis n'ont pas à acheter du pétrole en dollars, ils dépendent du fait que le reste du monde le fasse. C'est un problème bien différent, et les États-Unis sont en train de le perdre. Chapitre 2. L'accord secret de 1974. En 1944, les États-Unis ont réuni 44 pays à Bretton Woods, dans le New Hampshire, et ils leur ont fait une proposition. L'Amérique détenait toutes ses usines, la plupart de l'or et une présence militaire mondiale capable de décourager l'opposition. L'accord était simple. Tous allaient indexer leur monnaie sur le dollar, lui-même fixé à 35 dollars l'once d'or. Autrement dit, 1 dollar valait bien plus qu'un simple billet. Il pouvait être une créance sur quelque chose de réel, de l'or véritable, et pendant environ 20 ans, cela a parfaitement fonctionné. Puis les fissures ont commencé à apparaître. L'Amérique a fait des investissements coûteux. Le Vietnam, la grande société, la course à l'espace, un budget de la défense qui ferait rougir un gros joueur de Las Vegas. À la fin des années 1960, les États-Unis accumulaient des déficits et imprimaient plus de dollars qu'ils n'avaient d'or. Les Européens, surtout les Français, ont alors fait les calculs. Ils ont examiné la circulation des dollars et les réserves d'or américaines, constatant que les chiffres ne correspondaient pas, puis ont commencé à convertir leurs dollars en or. Ils ont littéralement chargé des dollars dans des centaines d'avions et de navires, puis sont revenus avec de l'or. En 3 ans, la France a rapatrié plus de 3000 tonnes d'or dans ses coffres. D'autres pays ont suivi. Les réserves d'or américaines, qui représentaient autrefois 80% de l'approvisionnement mondial, ont commencé à s'épuiser rapidement. En 1971, la partie était terminée. Richard Nixon est passé à la télévision et a fermé le guichet de l'or, annonçant qu'avec effet immédiat, les dollars américains ne seraient plus convertibles en or. Il a annulé Bretton Woods, sans avertissement et sans vote. Les Américains ont appelé cela le choc Nixon. Les Français l'ont appelé de plusieurs façons qu'on ne peut pas traduire poliment. Soudainement, le système financier mondial, auparavant lié à l'or, reposait désormais sur, une vague confiance que l'Amérique agirait de manière responsable. Vu la décennie précédente, c'était beaucoup demandé.
Au cours des années suivantes, les choses sont devenues étranges. Les monnaies ont flotté les unes contre les autres sans ancrage, ce qui a entraîné une flambée massive de l'inflation. Le système tenait grâce à de bonnes ondes et des doigts croisés. Puis, en octobre 1973, les membres arabes de l'OPEP, menés par l'Arabie Saoudite, ont décrété un embargo pétrolier contre les États-Unis. Les prix ont quadruplé. Les stations-service se sont retrouvées à sec. Les Américains faisirent la queue sur plusieurs pâtés de maison dans l'espoir de faire le plein. L'économie, déjà fragile, a été frappée. C'est alors qu'Henry Kissinger est intervenu. Kissinger, selon le point de vue, était soit un maître stratège, soit un criminel de guerre aux excellentes manières à table. Ce qu'il était indéniablement, c'était efficace. Si vous pensez que The Infographics Show utilise une machine secrète pour produire des vidéos en continu, sachez qu'il s'agit surtout de beaucoup de travail. Chaque scène et chaque graphique doit venir de quelque part, et créer tout cela à partir de zéro peut prendre des heures. C'est exactement pourquoi les outils qui accélèrent le processus sont importants. Et cela nous amène à Storyblocks. Storyblocks est une bibliothèque créative tout en un, remplie de séquences vidéo, d'animations graphiques, de modèles et d'incrustations. Donc, au lieu de créer chaque graphique à partir de zéro comme un maniaque privé de sommeil, vous pouvez prendre des éléments déjà soignés, les personnaliser et continuer d'avancer. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, peut générer une narration au son naturel. Si vous avez besoin d'une voix rapidement et que je ne suis pas disponible, l'humanité a prévu un plan de secours. Pour des visuels personnalisés, leurs outils de montage vidéo IA, alimentés par Runway, permettent de générer et d'ajuster des éléments rapidement tout en gardant le contrôle. De plus, vous accédez à des milliers de modèles dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, où la plupart des créateurs montent et ajoutent leurs effets visuels. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger un contenu illimité. C'est une option incroyablement économique. Donc, si vous voulez commencer à créer de meilleures vidéos vous-même, rendez-vous sur le lien dans la description ou scannez le code QR à l'écran. Profitez de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée. Et l'offre se termine bientôt. Alors vous devriez agir rapidement. Commencez à créer de meilleures histoires. Maintenant, revenons à l'épisode. Chose qui était rare en 1974. Le dollar venait de perdre son adossement à l'or. L'économie vacillait. Les États-Unis cherchaient rapidement une nouvelle raison pour que le monde souhaite leur monnaie. La solution de Kissinger était d'une simplicité presque absurde. Si vous ne pouvez pas adosser le dollar à l'or, adossez-le au pétrole. Une ressource dont chaque pays a besoin, chaque jour. Avec cette idée en tête, il s'est rendu en Arabie Saoudite sous prétexte d'aider à moderniser les infrastructures. Mais à huis clos, le véritable accord a pris forme. L'Arabie Saoudite vendait son pétrole uniquement en dollars américains, obligeant ainsi tous les pays à obtenir des dollars pour l'acheter. Et tout simplement, un pays qui s'était discrètement détourné de l'or avait créé une nouvelle règle. Si vous voulez de l'énergie, il vous faut des dollars. Les États-Unis assuraient la sécurité de l'Arabie Saoudite, qui obtenait ainsi le plus puissant garde du corps. L'Amérique retrouvait sa puissance monétaire et les deux parties étaient satisfaites. En moins d'un an, tous les grands producteurs de pétrole ont suivi. Pas de grands votes, ni de sommet mondial. L'Arabie Saoudite a agi. C'était logique. Tous se sont alignés. Et le plus fou, eh bien, certains aspects de cet accord sont restés classifiés pendant plus de 40 ans. L'accord qui a discrètement déterminé le coût de l'énergie, du logement et des courses pendant un demi-siècle n'a été confirmé publiquement qu'en 2016, ce qui en dit long. Mais à ce moment-là, le système fonctionnait déjà presque parfaitement, sans interruption, depuis un demi-siècle, jusqu'à maintenant. Chapitre 3. Voici le dragon. Kissinger a accompli un exploit remarquable. Il a transformé la principale vulnérabilité de l'Amérique, une monnaie sans adossement physique, en sa plus grande arme stratégique. Après la fixation du pétrole en dollars, les pays ont conservé leurs réserves en dollars sans les utiliser. Lorsqu'ils les gardaient, ils investissaient surtout dans des bons du Trésor américain, ce qui revenait à financer le gouvernement fédéral de Washington à chaque achat de dette américaine par un gouvernement étranger. Les États-Unis ont construit des autoroutes, mené des guerres, renforcé leur armée et remporté la guerre froide, tandis que le reste du monde contribuait au coût. C'était comme installer un péage sur l'économie mondiale et obliger chaque pays à le franchir rien que pour allumer la lumière chez eux. Pendant 50 ans, le péage a tenu. Puis, la Chine a décidé de construire une route pour le contourner. Actuellement, la Chine importe près de 2 millions de barils de pétrole par jour, rien que d'Arabie Saoudite.
C'est suffisant pour remplir environ 127 piscines olympiques de pétrole brut toutes les 24 heures. La Chine est désormais son plus gros client. Elle a payé ce pétrole en dollars pendant des années. À chaque baril, des frais invisibles revenaient au système américain, à cause de l'accord des années 70. Mais c'est un autre développement, plus discret et plus technique, qui a révélé le véritable plan de la Chine. En 2021, un projet a été lancé depuis la Banque des règlements internationaux de Bâle, en Suisse. Il s'appelait N-Bridge, le pont de monnaie numérique de plusieurs banques centrales, ou pont de MNBC. Ce nom est oubliable. L'idée, elle, ne l'est pas. N-Bridge permet aux pays de transférer de l'argent entre eux via des monnaies numériques émises par leur banque centrale. Il évite les intermédiaires, les détours et surtout la surveillance américaine. Pour comprendre l'importance, il faut d'abord savoir comment cela fonctionne aujourd'hui. Actuellement, si la Thaïlande veut envoyer de l'argent à la Chine, elle doit passer par une chaîne de banques, la plupart occidentales, puis finalement régler la transaction en dollars via SWIFT. SWIFT est le système de messagerie des banques, traitant près de 5 000 milliards de dollars chaque jour. Fonctionnant sous supervision occidentale, les États-Unis exercent une grande influence sur ce système, pouvant l'utiliser comme une arme, ce qui s'est déjà produit. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022, le G7 a exclu les banques russes de SWIFT et a gelé environ 300 milliards de dollars de réserves russes détenues en Occident. Si vous êtes un pays comme la Chine, l'Inde ou l'Arabie Saoudite, vous commencez à vous demander « Et si nous étions les prochains ?» La Chine n'a pas rédigé de lettre de protestation, elle a simplement construit sa propre porte de sortie. Et c'est là tout l'intérêt d'N-Bridge, un système de paiement qui contourne complètement SWIFT. Il est entré en service en 2024. À la fin de 2025, N-Bridge avait traité plus de 4000 transactions pour une valeur de 55 milliards de dollars, une augmentation massive par rapport à ses premiers essais. Mais cela reste faible comparé à SWIFT. N-Bridge n'oblige pas ses utilisateurs à demander la permission de l'Occident pour effectuer des transactions. Il a été conçu pour éviter cela, ce qui en fait quelque chose de totalement nouveau. Ce n'est pas un remplacement du péage, mais c'est certainement un moyen de le contourner. L'arme nucléaire financière de l'Amérique, sa capacité à couper n'importe quel pays de l'économie mondiale, ne semble plus aussi inévitable désormais. Et c'est là que les choses deviennent effrayantes. Chapitre 4. L'hémorragie lente. En juin 2024, une nouvelle a explosé sur Internet affirmant que l'Arabie Saoudite avait laissé expirer son accord sur le pétrodollar. L'accord était mort. Il était temps pour le dollar de faire ses valises. Les Saoudiens étaient prêts à recevoir des paiements dans un éventail de devises, y compris l'euro, la roupie et même le yuan chinois. C'est un peu exagéré de dire qu'il n'y a jamais eu un contrat légal contraignant. L'accord économique bilatéral de 1974 entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite avait techniquement expiré en 2001, et il n'a jamais été la base juridique de quoi que ce soit. Le système du pétrodollar n'a jamais été un traité, mais un accord structurel, une habitude auto-entretenue de dépendance mutuelle. Il n'avait pas besoin d'être renouvelé. Il était tout simplement intégré à l'architecture même du commerce mondial. Pourtant, ce système est indéniablement en train de se déliter. Une transaction pétrolière libellée en yuans. Une à la fois. L'économiste Zoltan Polstar a appelé cette transition Bretton Woods 3. Son argument, présenté en mars 2022, est que le monde passe de la monnaie intérieure, créances papier comme les bons du trésor américain, à la monnaie extérieure, or et matières premières physiques. Sa conclusion était que les matières premières sont des garanties, et que les garanties sont de l'argent. Lorsque le G7 a gelé les réserves de la Russie, il n'a pas seulement puni la Russie. Cela a montré à toutes les banques centrales non occidentales que les actifs en dollars pouvaient être saisis, modifiant ainsi durablement leurs calculs. En réalité, la dédollarisation s'apparente plus à une lente hémorragie qu'à un effondrement soudain. La part du dollar dans les réserves de change mondiales est passée d'environ 85% dans les années 1970 à environ 58% aujourd'hui. Certes, il a fallu 50 ans pour atteindre un chiffre qui reste impressionnant, mais ce chiffre représente tout de même le niveau le plus bas depuis 20 ans. Voici comment cela peut affecter votre vie. Le gouvernement américain paie actuellement plus de 1000 milliards de dollars par an en intérêts sur sa dette. C'est plus que le budget annuel combiné de la défense et de l'éducation réunis. Ce chiffre n'est pas pire grâce aux achats constants de bons du trésor américain par les gouvernements étrangers, ce qui maintient les prix des obligations à un niveau élevé, fait baisser les rendements et donc les taux d'intérêt. Les taux hypothécaires suivent de près les rendements des bons du trésor. Lorsque les taux sont passés de 2,65% à 7,79% entre 2021 et 2023,
Le paiement mensuel d'un prêt de 400 000 $ a bondi de près de 1300 $, mettant en péril les paiements de voitures et les vacances en famille. Supposez que, plutôt qu'une hausse volontaire des taux par la Fed, la cause soit simplement que moins de pays achètent des dollars pour le pétrole. Moins de dollars nécessaires signifie moins d'achats de bons du trésor. Les prix des obligations baissent et les rendements montent, ce qui fait grimper les taux hypothécaires. La Fed peut réduire le taux des fonds fédéraux, mais ne peut obliger les banques centrales à absorber la dette américaine. Si elle cesse, la facture retombera sur vous. Chapitre 5. Le dernier domino. Chaque monnaie de réserve mondiale dans l'histoire a fini par perdre ce statut, sans exception. Le denier romain, le florin néerlandais, la livre sterling britannique. Chacune d'elles a été, à son époque, le système d'exploitation du commerce mondial. Et chacune d'elles est tombée lorsque la logique économique sous-jacente qui poussait tout le monde à vouloir cette monnaie a lentement cessé d'être vraie. Les monnaies de réserve ont le même problème que les mauvais logiciels. On sait tous qu'il y a mieux, mais changer est pénible. On garde donc l'ancienne version jusqu'à ce que ce soit impossible. Lorsque la Grande-Bretagne a finalement perdu son statut de monnaie de réserve, cela ne s'est pas fait discrètement d'un seul coup, dans un grand fracas apocalyptique. Elle a connu des décennies d'inflation, de plans de sauvetage et une baisse continue du niveau de vie par rapport au reste du monde développé. La livre est simplement devenue de moins en moins pertinente, lentement. Les citoyens britanniques ont absorbé le coup de manière qui n'ont jamais vraiment fait la une d'un journal. C'est le modèle pour le dollar aujourd'hui. Les États-Unis ne sont pas la Grande-Bretagne de 1945. Le dollar est bien plus ancré dans la finance mondiale que la livre ne l'a jamais été. Mais le schéma est le même. Créez une demande mondiale pour votre monnaie. Puis voyez-la diminuer. La Grande-Bretagne l'a fait via son empire, l'Amérique grâce au pétrole. Aujourd'hui, ce système est contourné. Les BRICS représentent désormais près de 36% du PIB mondial et 44% de la production mondiale de pétrole. Le bloc comprend la plupart des plus grands producteurs de pétrole au monde. Enbridge Works, CIPS, l'alternative chinoise à SWIFT, relie 109 pays. L'Inde achète du pétrole russe en yuan et en roupies. Le Brésil et la Chine ont abandonné le dollar dans leur commerce bilatéral. L'Arabie Saoudite effectue des transactions sur Enbridge tout en refusant officiellement de rejoindre les BRICS. C'est l'ambiguïté stratégique typique d'un pays qui veut garder ses options ouvertes. Aucun de ces systèmes n'est le dollar. Aucun ne remplace SWIFT seul. Mais le dollar n'a pas gagné du jour au lendemain. Il s'est imposé car les règles étaient simples pendant des décennies. Le monde dépend du pétrole, coté en dollars. Pour obtenir de l'énergie, il fallait donc des dollars. C'est cette partie du système qui commence à se fissurer. La dette américaine de 39 000 milliards de dollars repose sur le besoin mondial de dollars. La vraie question n'est pas si la Chine créera une alternative parfaite. Voici ce qui arrive, quand le monde juge que ce que la Chine a construit est assez bon, et commence à déplacer ses milliers de milliards ailleurs. Ce changement, s'il débute vraiment, ne se limite pas au marché des devises, il impacte aussi les taux d'intérêt, les prix des actifs et la vie réelle. À ce moment, le système ne s'ajuste pas lentement. Il bascule soudainement dans une nouvelle réalité, que nous explorons dans « Et si l'économie américaine s'effondrait ?» ou « Regardez cette vidéo ».